Et là, nous abordons le sixième point qui concerne le géotraitement. Essentiel, ça veut dire ce sont des traitements géométriques qu'on peut faire avec des logiciels de cartographie QGIS ou autres. Il y a des outils qui sont disponibles dans QGIS qui peuvent nous aider à appliquer ou à jouer des fonctions spécifiques, être appliqués à des projets ou des cas concrets. Comme nous pouvons voir sur ces tableaux, en premier lieu, nous avons l'outil buffer, ça veut dire les tampons. La fonction, ça permet de générer des zones tampons autour d'un objet. Ça peut être un point, une ligne ou un polygone. Et cela est appliqué, par exemple, pour obtenir des rayons de 500 mètres autour d'un point d'eau ou encore un rayon de 500 mètres autour d'un site minier, site d'exploitation, un ouvrage ou tout autre objet. Ça peut être aussi, par exemple, on veut élargir une route. On peut utiliser l'outil buffer, donc tampon, à partir de qui juste pour analyser, voir si la route pouvait être élargie de 20 mètres des côtés, quelles seront les zones qui seront touchées. Par exemple, est-ce qu'il y aura des habitations qui devraient être démolies, ainsi de suite. Donc, c'est à quoi que ça peut servir. Et pour le voir directement dans QGIS, donc comme vous savez, notre approche est de présenter les explications et en même temps la démonstration. Si nous pouvons passer du côté QGIS, et là, nous allons, euh, par exemple, nous pouvons aller ouvrir notre projet d'hier. Donc, nous allons sur projet, ouvrir un projet récent et prendre projet Pointe-Noire. Et voilà ce que ça donne. Nous pouvons, par exemple, décocher la carte qui est là, afficher le fond de carte de Google Maps et nous allons vers Pointe-Noire au Congo. Voilà. Nous pouvons, par exemple, télécharger des données de cette zone, ce qui nous permettra ensuite d'appliquer la fonction des tampons. Et il y a plusieurs sites de téléchargement, comme vous pouvez les retrouver via les cours disponibles par rapport à ces parcours sur egdacademia.com qu'on mettra à votre disposition. Si j'aimerais télécharger ou extraire des données à partir d'ici, il y a des extensions. Vous avez, ça c'est les fonds de carte OpenStreetMap, vous pouvez utiliser l'extension QuickOSM qui vous permet d'extraire des données directement de la base de données OpenStreetMap. Donc, comme vous pouvez voir là, il y a cette extension QuickOSM qu'on va utiliser. Et je le retrouve ici, l'outil en question. Donc, je clique là et je viens sur requête rapide. Je vais prendre ici, supposons, route. Voilà, je prends route comme ça. Après, ce système de clés valeurs, je peux déterminer une catégorie de route spécifique, sinon je peux télécharger le tout. Et si je vais catégorie spécifique, je peux voir quel genre de route j'ai besoin à partir d'ici. Si par exemple je prends ça, ensuite je détermine la zone. Quelle est la zone à considérer? Pour moi, je prends l'emprise du canevas parce que je vais prendre tout ce qui est visible sur la fenêtre des cartes là. Et des astuces, souvent, lorsque vous cliquez sur montrer la requête, ça vous présente les scripts qui doivent être appliqués pour que vous puissiez obtenir ce que vous venez de configurer. Et souvent, le temps, c'est 25 secondes. Et nous pouvons changer pour placer 90 secondes, ou 90, ce qui élargit un peu le temps d'extraction. Et après l'avoir fait, ici en bas, je peux cliquer sur exécuter la requête. Et là, je vais procéder à l'extraction des données à partir des fonds de carte de OpenStreetMap. Donc, le fond de carte OpenStreetMap, c'est un fond raster, image. Mais là, avec l'export que je viens d'effectuer, j'ai ces couches qui sont exportées. Et je peux décocher ici. Comme vous pouvez voir, j'ai cette couche dont j'ai la route ainsi que quelques points. Donc, ce qui est ici, je peux faire clic droit propriété
Je viens sur information et je me rends compte que c'est au système Angular WGS84. Maintenant, pour mieux appliquer la fonctionnalité de tampon, c'est idéal que la couche soit un système métrique. Donc, il faut quitter le WGS84 vers le item ou Mercator. Il y a un micro qui est ouvert. Voilà, donc je disais pour maintenant utiliser la fonction de tampon, nous allons, comme informé au début, nous allons changer le système de coordonnées de notre couche. Une technique que vous savez déjà. Donc, nous avons plusieurs possibilités, soit faire enregistrer sous ou encore reprojeter. Et ça sera pareil pour la couche de points aussi. Donc, si je viens sur propriété, on voit que c'est toujours le système WGS84. Pour ça, nous allons venir dans boîte à outils. Nous allons faire la recherche de l'outil reprojeté, le repro. Nous allons faire double-clic. Avant cela, je peux supprimer l'autre couche. On va rester avec les dés qui sont là. Donc, j'ai fait double-clic sur reprojeter. J'ai choisi notre couche. Je vois que ça ne s'affiche pas, peut-être parce que ce n'est pas enregistré. Je vais utiliser l'autre méthode. Donc, je fais clic droit exporter, sauvegarder les entités sous. Et là, en premier lieu, j'ai format. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs formats. Je peux exporter même au format GeoDizon, les formats utilisés par AutoCAD, par Excel et tant d'autres. Je vais venir sur Shapefile. Ensuite, je vais sur nom des fichiers parcourus pour choisir dans quel dossier sera le fichier. Si je peux aller dans notre formation, voilà, exercice. Au niveau de data, ici, je vais écrire route. J'enregistre et je détermine le système. Donc, je quitte le WGS84 vers le système item. Je peux prendre, par exemple, Mercator. Et là, je vais faire OK. Et du coup, vous avez une couche créée qui est là, route. Et si je fais clic droit propriété, on se rend compte que le système est maintenant en mètres. Ce n'est plus en degrés. Et je peux faire pareil pour les points. Je vais d'abord vérifier dans la table d'attributs de quoi il s'agit. Je vois que ce sont des points d'intérêt. Ici, c'est le checkpoint de la police, ainsi de suite. Donc, je vais faire clic droit, exporter, sauvegarder sous. Ici, je vais appeler cela POI, ça veut dire point d'intérêt, point of interest. Je vais changer le système et confirmer. Voilà, et je peux supprimer les autres couches. Pour maintenant voir comment utiliser l'outil tampon, je vais commencer par la route. Supposons on veut ajouter 20 mètres tout autour de la route, dont la route doit être élargie de 20 mètres tout autour. Et là, on veut voir quelles sont les zones qui seront touchées. Donc pour ça, je peux venir ici. Je fais la recherche des tampons. Je fais double-clic. Et qu'est-ce qui se passe avec cette interface? Vous devez renseigner la couche source. Pour nous, ici, c'est la couche route. Ensuite, vous devez déterminer la distance des tampons. Vous avez la lignité, mètre, kilomètre, ainsi de suite. Je prends mètre. Supposons l'idée est d'élargir la route de 20 mètres tout autour. Le segment, je vais laisser comme ça. Le juste dimension, distance, je vais écrire 20 mètres. Et après, vous avez le bouton ici, regrouper les résultats. Ça veut dire, supposons vous avez une route qui a plusieurs segments. Au lieu de créer des zones tampons aussi séparées par segment, vous pouvez créer cette zone tampon qui ne va pas avoir de séparation de segments, mais une ligne entière. Si vous voulez comme ça, c'est question de cliquer ici. Après, vous pouvez enregistrer si vous le souhaitez.
Sinon, vous pouvez générer des zones tampons temporaires, une couche temporaire. Si je fais exécuter et que je ferme, en zoomant ici, on peut voir ce que ça donne. Nous allons changer la symbologie de la couche générée, donc le tampon. Nous allons prendre rouge comme ça et réduire la transparence à 50. Et du coup, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc, la route est là. Nous allons encore améliorer la symbologie de la route. Voilà, nous avons là la route. Ça veut dire la route est là et tout autour de la route, on a généré une zone de 20 mètres. Et nous pouvons le vérifier en prenant le bouton de mesure, venir ici, cliquer là et aller jusqu'au bout. Et on voit que c'est 20 mètres de distance. Donc voilà, on peut revenir encore sur le tampon. On réduit encore par exemple à 30. Et si nous activons le fond de carte OpenStreetMap comme ça, nous pouvons voir si on élargissait la route de 20 mètres tout autour, quelles sont les zones qui seront touchées. Comme vous pouvez voir ici, il y a des habitations et autres qui sont touchées. Donc ça, c'est comment on peut se servir de l'outil tampon. Voilà. À part pour la ligne, on pourrait aussi faire pour le point. Ça veut dire on va toujours aller sur tampon. Supposons on veut générer un rayon de 500 mètres tout autour de ce point. Supposons c'était le point d'eau. Et on va exécuter. Et du coup, on peut voir que partout où il y a des points, nous avons les zones tampons générées. Donc, si on va dans propriété, on va changer la couleur. Donc, voilà. Autour des points, nous avons des zones tampons de 500 mètres générées. Et si je prends de ces points vers là, vous allez voir qu'on est dans 500 mètres de rayon. Donc, voilà comment on peut se servir de l'outil tampon. Supposons que c'était par exemple un site, un point de vente ou un point d'eau. On a la possibilité de voir par rapport à ces points d'eau, quels sont les ménages qui franchissent en fait 500 mètres de distance pour atteindre le point d'eau. Supposons comme les normes, par exemple avec les normes en termes d'approvisionnement en eau potable, l'idéal est de trouver un point d'eau ou de s'approvisionner en eau à moins de 500 mètres. Donc, ça peut être comme ça, lors des analyses, qu'on peut se servir des zones tampons pour un peu aller loin dans ce qu'on veut réaliser. Si nous pouvons revenir sur notre présentation, au-delà des zones tampons, nous avons le clip. Ça veut dire un outil qui nous permet de découper ou à extraire une zone de type. Et si nous revenons sur notre projet, supposons on avait aussi la couche des habitations, donc le ménage, et qu'on va clipper pour avoir la couche qui concerne cette zone. Tout comme nous pouvons procéder à la digitalisation, ça veut dire créer nos propres couches. Par exemple, pour le faire, je viens sur le menu couche, créer une couche, et je prends créer une couche shapefile, nouvelle couche. Je dois indiquer les noms du fichier. Pour ça, je le place dans notre dossier. Supposons concession, ou bien je considère ça comme, oui, comme étant concession. Après avoir indiqué le nom, le code du fichier, ça reste ITF-8, ITF8 comme ça. J'ai choisi le type de géométrie polygone. Et après, je peux changer aussi le système de coordonnées. Si je veux, je peux amener un Mercator.
Et là, j'ai la possibilité de préparer la table d'attributs. Ça veut dire c'est à moi de constituer le champ qu'on aura dans cette couche. Par exemple, là, on aura les noms. Après avoir indiqué les noms, vous déterminez les types. C'est comme ce qu'on a vu concernant Kobo Toolbox ou autres logiciels de conception de formulaires d'enquête où on doit déterminer les types de questions. Les noms, c'est les types texte et je détermine la largeur, donc combien de caractères peut contenir ces champs. Voilà. Je peux aussi ajouter par exemple les superficies. Et là, ça ne sera plus texte, mais plutôt ça sera décimal. J'ai la longueur ainsi que la précision après la virgule. Donc voilà un peu de quoi il s'agit. Et je peux enregistrer. Nous avons ici la couche concession, mais qui n'apparaît pas encore là parce qu'on ne l'a pas encore numérisé. Et là, je peux venir ici pour activer le mode édition, tout comme je peux faire clic droit, basculer en mode édition. Ce qui me permet d'avoir accès à ces outils. Et là, je peux cliquer pour commencer à dessiner cette concession. Donc, c'est à moi de créer maintenant des couches. Je peux faire comme ça. Dès que j'ai fait clic droit, j'ai rempli maintenant le nom. Par exemple, euh, zone 1. La superficie, je ne connais pas encore. Et je peux venir ici avoir zone 2. Donc, voilà de quoi il s'agit. Nous avons des zones. Et je peux les activer mode édition. Et je peux maintenant expérimenter comment utiliser le clip. Par exemple, supposons, par rapport à cette zone, je vais découper cette zone pour avoir juste la partie concernant les rayons de 500 mètres tout autour de ces points. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir, par exemple ici, je vais renommer, j'écris zone 500 mètres. Et ici, nous avons zone 20 mètres. Et pour ça, je vais, à partir des concessions, donc je vais venir, supposons, on va découper la zone de 500 mètres. Donc, je vais venir sur le menu vecteur et là, je vais sur les outils de géoprocessing et prendre l'outil clip ou encore couper. Ça veut dire, partant de notre concession, nous allons couper la zone de 500 mètres. Et la couche en sortie va combiner un peu les données attributaires de ces deux couches. Après avoir fait ça, je vais cliquer sur exécuter. Et du coup, vous voyez qu'il y a une nouvelle couche qui a été créée là où on va découper. Et si je fais clic droit, ouvrir la table d'attributs, je retrouve l'information des zones 1 et zone 2. Pourquoi? Parce que ça a pris en compte les informations des concessions. Donc, ça a découpé les deux endroits. Autre possibilité d'expérimenter cet outil, c'est par exemple si je souhaite ici exporter tout ce qui est comme habitation de cette zone. Donc, je vais venir encore sur l'outil Quick OSM, requête rapide. Et ici, je vais chercher Building pour prendre en compte tout ce qui est construction. Toujours en prise du Canva, mais toutefois, vous pouvez aussi prendre en prise de la couche et déterminer quelle couche utiliser. Nous, bon, supposons, on peut faire ça aussi. On prend comme couche à utiliser concession. Ça veut dire ça va extraire tout ce qui est bâtiment se trouvant dans la zone concession. Après, vous pouvez venir sur montrer la requête pour changer le timing, le temps que ça va prendre. Je mets 90 et je clique sur exécuter la requête.
Et là, vous patientez le temps que ça exporte tout ce qui est bâtiment se retrouvant dans la zone concession. Et une fois fini, vous pouvez fermer et vous remarquez qu'ici, nous avons tout ce qui est bâtiment pour cette zone. Et si je décoche le fond de carte, on voit que nous avons toutes ces données sous forme de vecteurs. Maintenant, si on remet la zone tampon de 500 mètres, voilà ce que ça fait. Maintenant, le but aussi de l'outil couper, ça veut dire que je peux couper pour avoir juste la partie qui touche, mais qui intercède avec ma zone de 500 mètres. Donc, c'est aussi une possibilité. Ou encore, je peux me servir de la zone de 20 mètres pour couper tout ce qui est bâtiment qui doit être démoli, la partie de ces concessions ou bâtiments qui doit être démoli. Donc, pour ça, je vais venir sur cette couche, donc, que je peux renommer bâtiment. Voilà. Et je vais venir sur le menu vecteur, outil de géotraitement, je prends couper. Et là, on va couper la couche source qui est bâtiment selon notre zone tampon de 20 mètres. Et si je souhaite, je peux aussi enregistrer tout comme je peux le générer comme zone couche temporaire. Donc, je vais cliquer sur exécuter et fermer. Et du coup, vous voyez que ça a créé une nouvelle couche qui est là découpée, qui prend en compte la partie des bâtiments qui, normalement, serait démolie. Et je peux changer la symbologie de cette couche. Par exemple, je le mets en rouge. Supposons que vous êtes le cartographe d'un projet et vous devez montrer au chef quelles sont les parties du bâtiment qui seront démolies lorsqu'on va élargir la route. Là, c'est la partie qui sera démolie, mais je peux aussi sélectionner tout ce qui est bâtiment qui sont concernés. Par exemple, où on doit rembourser l'argent pour qu'il quitte là où il se trouve proche de la route. Et pour ça, je ne vais plus utiliser couper, mais plutôt l'outil de sélection. Je peux utiliser sélection par localisation ou l'intersection. Donc, voilà un peu à quoi ça peut servir. Je peux aussi avoir tout ce qui est bâtiment se trouvant dans les rayons de 500 mètres ici. Donc, pour ça, je peux venir ici dans boîte à outils et je fais la recherche de sélection. Et puis, je choisis sélection par localisation. Et là, du coup, la couche que je vais sélectionner, c'est bâtiment. Et je prends l'opération intersect, ça veut dire tous les bâtiments qui intersectent. Et là, j'ai choisi la deuxième couche qui est zone de 500 mètres. Donc, avec cette approche ou cette fonctionnalité, je vais sélectionner tout ce qui est bâtiment se trouvant dans cette rayon ou encore dans cette zone de 500 mètres. Et là, je peux venir cliquer sur exécuter et fermer. Et vous remarquez que tout ce qui est bâtiment se trouvant dans ces rayons est sélectionné. Je peux décocher comme ça, vous pouvez voir. Et seulement les bâtiments se trouvant dans ces rayons qui sont sélectionnés. Et là, partant des couches bâtiments, je peux faire clic droit exporter et puis choisir sauvegarder les entités sélectionnées sous pour exporter seulement les bâtiments se trouvant dans ces rayons de 500 mètres, par exemple d'un point. Donc voilà à quoi ces fonctionnalités ou options peuvent nous servir. Nous allons revenir sur notre présentation. Il y a aussi la fonction merge, par exemple pour fusionner les couches. Supposons ici, je vais exporter par exemple le bâtiment. Je vais nommer bâtiment zone 500 mètres. Voilà. Et avec ça, je peux aussi, par exemple, ajouter d'autres bâtiments.
exemple, ici, j'ai pas bâtiment, mais j'ai par exemple là notre zone, comme ça. Je peux fusionner aussi cette zone avec le bâtiment qui sont là pour que ça forme une seule couche. Donc, pour ça, je vais renommer d'abord, découper ici par zone. Et qu'est-ce que je vais faire? Je viens sur vecteur et puis je vais venir sur merge. Là, c'était, je parlais des merges qui permet de fusionner des couches et regrouper les routes ou les parcelles. Donc, on peut procéder dans menu vecteur, management tools, data, et je viens sur fusionner les couches vecteurs. Ça veut dire que je peux prendre les deux couches ou plusieurs couches vecteurs, je les fusionne. Ici, je vais prendre bâtiment, zone 500 mètres, bâtiment zone 500 mètres, et à cela, j'associe la couche zone, comme ça. Après avoir fait ça, ici, déterminer le système, je peux prendre le système Pseudo-Mercator et je peux l'enregistrer si je souhaite, au lieu que ce soit une couche temporaire. Je peux venir là et je l'enregistre comme un fichier et je le nomme, par exemple, toujours concernant notre, le placer d'abord dans notre dossier de formation comme étant, je nomme ça zone cible et je peux enregistrer, ensuite exécuter. Et voilà, nous avons zone cible. Si je décoche tout ce qui est là, vous allez voir que dans zone cible, nous avons le rayon là des 500 mètres ainsi que c'est associé à tout ce qui était comme polygone à côté. Donc, si je fais sur clic droit, ouvrir la table d'attributs, je peux retrouver toutes ces informations. Donc, voilà à quoi ça peut nous servir merge ou encore fusionner. Et vous avez aussi d'autres fonctionnalités. Par exemple, là, on a bâtiment. Si j'ouvre bâtiment, j'ouvre la table d'attributs. Je vois par exemple avec building, ici, nous avons bon, bon, bon. Il y a 3 qui sont bons. Il y en a plusieurs. Supposons, je vais fusionner tout ce qui est bon pour former une seule couche. Ça aussi, c'est possible. Je vais venir dans menu vecteur, outil processing, et je vais sur regrouper. Et là, à partir d'ici, je dois choisir le champ qui permettra de regrouper. Et je dois aller voir quel est le champ concerné. Si je ne me souviens plus, je reviens sur la table d'attributs. Je vois que c'est building C. Donc, je vais fusionner tout ce qui est building, regrouper. Et là, on va chercher building C. Voilà. Et couche en sortie. Supposons on attribue à cela, c'est non. Le building C, comme ça. Enregistrer. Et ensuite, je vais exécuter. Et du coup, si je fais ouvrir la table d'attributs, on voit qu'il y a maintenant moins d'entités parce que tout ce qui est building C ont été regroupés pour former cette couche-là. Donc, voilà à quoi ces fonctionnalités peuvent nous servir. Nous avons aussi dislove, ça veut dire fusionner par attribut, c'est ce que nous venons de faire. Partant de l'attribut good qui était dans building, nous avons fusionné.
Autre possibilité pour mieux comprendre cela, on peut revenir sur notre projet et on va sur les couches de la RDC, supposons collectivité, et je vais faire clic droit, zoomer sur la couche. Si j'accède à la table d'attributs de cette couche, voir quelles sont les informations identiques. Par exemple, ici, je vois qu'il y a Inès partout. Donc, je peux me servir de cette information dans la table d'attributs pour regrouper ou fusionner les différentes entités qui sont sur cette couche. Pour le faire, je vais venir dans Vecteur, ici, et je vais s'y regrouper. Et là, je vais prendre comme ça. Je crois que c'était cette fonctionnalité. Il y aura une couche temporaire, je ne vais pas l'enregistrer et je clique sur exécuter. Je me rends compte qu'il y a le message d'erreur, peut-être qu'il y a des couches qui ont été mal générées. Je vais rentrer ici, venir dans paramètres et autoriser le logiciel d'ignorer les entités qui ont des géométries invalides. Ensuite, j'exécute et voilà, c'est fait. Et qu'est-ce que vous remarquez? Les différentes entités qui étaient là ont été fusionnées pour donner cette carte. Donc, avant, on avait ça, mais qu'on a fusionné. Donc, voilà, par rapport à ces fonctionnalités, je vais supprimer les deux couches. Nous avons encore les centroïdes. En fait, centroïde, c'est, comme vous pouvez le lire ici, ça permet à calculer un centre des polygones et c'est utile pour identifier les centres des parallèles, des parcelles plutôt, allais-je dire. Supposons, ici, nous avons la couche des provinces. Et lorsque j'accède à la table de cette couche de provinces de la RDC, j'ai pas mal d'informations qu'on peut voir là. Mais supposons, j'ai besoin de générer des points au centre de chaque entité. C'est là où je vais utiliser la fonction centroïde. Je peux faire la recherche dans la boîte à outils. J'écris centroïde, comme ça. Voilà la fonction. L'outil est là. Je vais faire double-clic. Couche source, c'est notre couche des limites des provinces RTC. Et après, si je souhaite, je peux enregistrer cette couche. Tout comme je peux laisser cela comme étant couche temporaire. Donc, je clique sur exécuter. Et comme vous pouvez remarquer, si je change la symbologie, donc nous avons le point généré au centre de chaque polygone. Voilà ce qu'on appelle centroïde. Nous comprendrons après à quoi ça peut nous servir. Revenant toujours sur notre présentation, nous avons aussi le field calculator, ça veut dire la calculatrice des champs, qui est très important pour, par exemple, faire le calcul des champs attributaires, calculer la superficie, le score de priorité et tant d'autres. Si nous pouvons revenir du côté démonstration, par rapport à la calculatrice des champs, par exemple ici avec la couche de la RDC, le province, on se rend compte qu'il n'y a pas un champ qui contient la superficie de chaque couche. Or, comme la délimitation est là, à partir du logiciel QGIS, nous pouvons aussi générer la superficie de façon automatique en utilisant la fonctionnalité de calculatrice des champs. Pour ça, nous allons venir sur cette interface des tables d'attributs et venir ici sur Ouvrir calculatrice des champs. Après l'avoir fait, nous avons cette interface. Sur cette interface, ici, vous avez la possibilité de créer un nouveau champ ou mettre à jour un champ existant. Si vous créez un nouveau champ, vous devez configurer en indiquant le nom, le type de données, la longueur du nouveau champ. Et après, vous avez l'interface d'expression où vous pouvez utiliser certaines expressions pour compléter vos champs, colonnes ou avec des informations.
Vous avez les opérateurs mathématiques qui sont là, égal, plus, ainsi de suite. Vous avez la zone de prévisualisation. Au milieu, ici, vous avez la zone de fonction, où en cliquant sur chaque fonction, du côté droit, vous aurez les explications de quoi il s'agit. Et juste en haut, vous pouvez choisir de mettre à jour un champ existant. Supposons on veut avoir la superficie. Donc ici, je vais créer un nouveau champ. J'écris superficie. Par exemple, ça sera un mètre carré. L'unité objectif de données, c'est décimale. Et après l'avoir fait, ici, j'ai pas mal de fonctions. Même pour calculer la superficie, je peux juste faire la recherche des area. Comme ça, et j'aurai tout ce qui est fonctionnalité concernant la superficie. Tout comme comme la superficie concerne la géométrie, je viens sur la fonction géométrie, et là, je fais double-clic sur $area, ça veut dire qui permet de calculer la superficie de l'entité courante. Et là, ça sera un mètre carré. Et ici, vous pouvez déjà prévisualiser. Une fois fini, je clique sur Appliquer, et puis OK. Et du coup, si vous venez à la fin de cette couche ici, on retrouve la superficie en mètre carré de chaque province. Je peux encore revenir sur ouvrir la table d'attributs et je crée un nouveau champ dont je vais nommer superficie. Et ici, c'est en kilomètres carrés. Toujours décimal. Maintenant, au lieu d'aller chercher encore superficie, comme j'ai déjà un champ qui contient l'information de superficie à mètre carré, je vais juste utiliser ce champ-là. Donc, je vais sur champ et valeur et je cherche superficie à mètre carré, comme on peut le voir là. Pour transformer maintenant le mètre carré en kilomètre carré ou hectare, ça veut dire on va prendre ce qui est là divisé par 10 000 pour le transformer en hectare. Mais là, comme on avait parlé kilomètre carré, pareil. Donc, nous allons prendre ce qui est là et diviser par 10 000. Après l'avoir fait, nous allons appliquer et puis faire OK. Et voilà, ici, nous avons un mètre carré et un kilomètre carré. Donc, voilà comment on peut utiliser la calculatrice des champs. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut extraire à partir d'un point les coordonnées x, y. Supposons de tout ce qu'on a fait là, je vais d'abord enregistrer cette couche. Le centroïde qu'on a généré ici, si je fais clic droit, ouvrir la table d'attributs, on va retrouver les mêmes informations qui se trouvent dans la couche de province de la RDC. Mais supposons on veut ajouter sur cette couche de centroïde les coordonnées x, y. On peut aussi utiliser le champ ou calculatrice des champs. Donc on va venir là. En premier lieu, ici, nous avons x. Et là, on va prendre décimal. Et on va venir dans géométrie, au niveau de fonction, et chercher la fonction x. Donc, toujours prendre ce qui est précédé de là. Et dès que vous cliquez ici, vous avez les détails de quoi il s'agit. Donc, x, c'est pour les coordonnées. Je prends x. Mais lors de la percée, je vois qu'il y a beaucoup de rangs après la virgule. Et à partir d'ici, vous pouvez aussi utiliser des fonctions pour réduire le nombre de rangs après la virgule. Par exemple, la fonction round, comme ça. Vous placez maintenant entre parenthèses x, la valeur, et vous placez virgule. Vous déterminez le nombre de rangs après la virgule et vous fermez. Donc pour moi, j'ai déterminé des rangs après la virgule. Si je fais ça, il n'y a pas de rangs après la virgule. Si je fais virgule D, je ferme la parenthèse. Je vois ici que c'est 25.14. Donc il y aura des rangs après la virgule. Et après, je peux appliquer et faire OK. Et du coup, on sait voir qu'ici, il y a le valeur de x. Je peux faire pareil.
pour avoir valeur de Y. Champ et valeur, toujours décimal. Je vais venir sur géométrie. Double-clic sur Y. Et comme vous pouvez voir la percée ici, moi je veux qu'il y ait juste des rangs après la virgule. Donc là, je vais écrire round pour arrondir. Après la valeur, je place virgule D pour qu'il y ait des rangs après la virgule. Et j'exécute. Donc appliquer et puis OK. Et maintenant, si je viens ici, j'ai les coordonnées X et Y ajoutées, mais qu'on n'avait pas avant sur notre gauche. Donc voilà comment on peut se servir de la calculatrice de champs. Nous pouvons revenir ici. Comme astuce, on dit qu'il faut toujours utiliser le mode batch pour exécuter un même traitement sur plusieurs fichiers. Donc il y a pas mal de fonctionnalités avancées des fois qu'on pourra aussi découvrir avec le parcours des analystes SIG pour ceux qui se sont inscrits. Au niveau du point 7, calcul attributaire, c'est presque ce qu'on venait de faire. On a vu comment on peut modifier le champ, on calcule la superficie, comment on peut aussi transformer la superficie en hectares ou encore en kilomètres. Donc, ce sont des possibilités. Et on peut aussi appliquer beaucoup d'autres expressions. On peut combiner les calculs avec des symboles gradiés pour visualiser les priorités d'intervention. Supposons ici où on a calculé les coordonnées X, Y. On va désactiver le mode édition. Et on peut aussi, par exemple, si sur la couche de la RDC province, au-delà, en dehors de la superficie, si on avait les données de la population, c'est aussi possible de travailler avec des calculs pour obtenir la densité et ensuite afficher ces informations. Ici, supposons on veut afficher par rapport au centroïde ici, on veut faire en sorte d'afficher concernant la superficie de chaque champ, mais là, on n'en aura pas, on doit encore générer une nouvelle couche de centroïde. Ça ne nous dérange pas, on va le faire. Centroïde par rapport aux provinces, donc ça veut dire admin 1, et nous allons cliquer sur exécuter. Du coup, voilà le centroïde qui est là. Et cette fois-ci, si on ouvre la table d'attributs, on va retrouver l'information sur la superficie. Et supposons maintenant qu'on veut afficher ces boules selon la taille selon l'information de la superficie. Donc, la taille de chaque point va prendre en compte les dimensions de la province. Donc, pour ça, je vais faire clic droit propriété. Et là, je viens sur symbole gradier. Valeur, je vais prendre superficie en hectares. Et je peux cliquer sur classer. Je vois qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs. Ici, je peux venir sur joli rupture et j'ai réduit ça à, par exemple, 10. Et je peux appliquer. Et là, je vois que ça applique par rapport à la couleur, la méthode. Ici, par rapport à la couleur, vous voyez, lorsqu'on quitte de blanc vers le rouge, on sait voir là où il y a des superficies par rapport à une autre province. Mais si je souhaite changer, je peux appliquer par rapport à la taille. Donc, on va quitter de 1 à 8 ou de 1 à 6. Ça sera comme ça. Si la province est vaste, le point sera aussi vaste. Donc, je peux appliquer et faire OK. Et vous pouvez voir que la dimension des points prend en compte la taille ou la superficie de la province. Oui, chérie.
Mm. B2 Governor. Yeah. Donc, voilà comment on peut manipuler ces fonctionnalités et comment ça peut nous aider. Nous allons poursuivre. Il y a aussi la mise en page de la carte, parce qu'après avoir traité tout ça, au final, la carte doit être exportée. Par exemple, sous plusieurs formats, PDF, ça peut être image, ainsi de suite. Pour faire la mise en page, il y a d'abord l'étape des traitements des données. Supposons la mise en page concerne la carte de localisation qu'on va faire. Je vais désactiver tout ça. Ici, on va renommer par exemple province. Et on va changer tout ce qui est symbologie et étiquette. La symbologie peut rester comme ça, mais c'est plutôt l'étiquette qu'on va amener à prendre seulement les noms de la province. La couleur sera noire. Et le tampon sera couleur blanche. On va laisser comme ça ou réduire la taille à 6. Voilà. Et à cela, on va ajouter aussi la couche de Nord Kivu. Par exemple, comme ça peut nous permettre à indiquer, supposons que c'était une zone d'étude. Et là, nous allons changer la symbologie. Et voilà, supposons c'est de ça qu'il s'agit. Et c'était une carte pour localiser là où se trouve Nord Kivu. La mise en page maintenant, ça veut dire que c'est une autre interface par rapport à ça. Ça, c'est l'interface de préparation du projet, tout ce qui est analyse, tout ce qu'on a fait avec les géotraitements. La mise en page maintenant, vous allez sur l'interface de l'impression pour ajouter les informations nécessaires. Par exemple, nous allons partir dans menu projet, ensuite venir sur nouvelle mise en page. Et il est idéal de commencer par renseigner un nom. Par exemple ici, cartographie, Nord Kivu, RDC. Ensuite, je vais cliquer sur OK et je me retrouve sur cette interface. Vous voyez que c'est presque pareil avec l'interface de développement où nous avons ici le menu, la barre de menu, avec mise en page, éditer, tant d'autres. Il y a aussi le vie. Je peux cocher certaines choses dont j'aimerais avoir ici ou non. Ensuite, nous avons la barre d'outils avec des raccourcis, enregistrer, zoom plus, zoom moins, zoom centré, ainsi de suite. Et du côté gauche, nous avons pas mal d'outils qui nous permettent d'importer la carte, modifier, ajouter les textes, les images et autres, que vous découvrirez en détail avec des modules qui seront mis à votre disposition via la plateforme EGD Academia dans le cadre de ces parcours. Et ici, de l'autre côté, vous avez des panneaux. Par exemple, les éléments, ce sont des éléments qu'on va ajouter sur cette mise en page. Historique, tout ce qu'on posera comme action. Après, vous avez mise en page, vous avez propriété de l'objet, guide Atlas. Si vous ne retrouvez pas l'Atlas, c'est une fonctionnalité que vous pouvez cocher par rapport à la barre de menu.
Voilà. Donc pour ça, nous allons maintenant avancer. Ça veut dire, avant même de faire quoi que ce soit ici, tout doit partir de la tête. Vous devez déjà vous dire comment serait la carte. Où sera placée la carte? Les autres éléments de la carte, par exemple les éléments essentiels, titre, légende, la flèche du nord, la barre d'échelle, la localisation et tant d'autres. Où est-ce que vous allez le placer? Donc tout ça, ce sont des questions à se poser. Et après, vous pouvez procéder maintenant à la conception. Et pour importer notre carte ici, nous avons cet outil qui nous permet de, plutôt nous avons cet outil qui nous permet d'ajouter une carte. Par exemple, là, je peux cliquer comme ça. Je me dis, je vais avoir la carte qui va occuper cette partie. Donc, cliquez glisser. Et dès que vous finissez, la carte vient de façon automatique. Ça peut prendre du temps si dans votre carte, vous avez beaucoup d'informations. Par exemple, vous avez le fond de carte et tant d'autres. Donc, voilà. Là, j'ai la carte. Après l'avoir ajoutée, du coup, je peux venir ici dans propriété de l'objet. Ça veut dire que c'est l'objet sélectionné. Et je peux ajouter, paramétrer d'autres choses. Par exemple, là, ma carte n'a pas de cadre. Je peux cocher là pour avoir un cadre. Je peux augmenter la taille. Et je peux même changer la couleur de, de ces cadres-là. Allez, je dis. Voilà. Et après ça, je peux aussi ajouter d'autres éléments de la carte. Par exemple, le titre. Et pour le titre, je vais venir prendre cet outil. Je clique là pour placer le titre. Et là, par exemple, j'écris République démocratique du Congo. Et après, nous avons Nord Kivu. Donc, après avoir écrit ça, ici, j'ai par exemple l'apparence police. Je peux choisir le type. Par exemple, Arial Black. Je peux aussi revenir là, par exemple, centré. Voilà. À part la carte, j'ai ajouté le titre de la carte. Je peux aussi ajouter la légende. Donc, je prends l'outil légende. Je viens ici cliquer glisser et vous remarquez que ça importe tout ce qui était dans notre projet de l'autre côté. Donc, et vous avez toujours la possibilité d'y revenir afin d'apporter de modifications. Par exemple, là, je peux décider d'afficher la valeur de la superficie de chaque province. Comme ça, je peux enregistrer. Et si je reviens ici, je peux juste actualiser et j'aurai des ajouts. Et là, je vois que la légende a importé tout ce qui était du côté projet. Donc, tout ce qui est ici est importé de façon automatique dans la mise en page. Mais vous avez certaines fonctionnalités de base ici que vous pouvez cocher pour filtrer afin que ça présente que les informations des objets présents sur cette carte. Donc, vous pouvez cocher là et ici. Vous aurez juste ce qui est ici. Par exemple, là, route, ainsi de suite. Mais route, c'est à Pointe-Noire. On peut revenir dans notre projet, décocher route, rester juste avec ce qui concerne la carte de la RDC. Si nous revenons ici, nous actualisons, route va disparaître. Il y a aussi certaines suites logiques que vous pouvez faire. Il faut que les polygones soient en dessous
On peut commencer par les points, les lignes et les polygones après. Vous pouvez les faire à partir d'ici. Faites en sorte que le point vienne en premier lieu, comme ça. Ensuite, ça sera polygone et après les autres. Et vous allez remarquer que ça importe aussi tout ce qui était créé ici comme étant groupe, l'organisation qu'on a ici. Si je viens là, j'actualise, vous voyez que nous avons ici données de base, données dérivées et tant de tout ce qu'on avait comme organisation. Si j'ai plus besoin de ces groupes-là ici, je peux désactiver mise à jour auto et apporter des modifications ici moi-même. Par exemple, au lieu que ce soit les titres centroïdes, je peux faire double-clic et écrire superficie. Voilà. Tant que c'est en mode mise à jour auto, vous ne saurez pas apporter de modifications ici. Et à part ça, je peux aussi amener en dehors des groupes les couches. Par exemple, je prends superficie comme ça, je l'amène en dehors de ces groupes données dérivés. Comme ça, j'ai fait pareil pour Nord Kivu et j'ai fait pareil pour province. Et du coup, nous aurons juste des couches qui sont là. Je peux aussi ajouter la barre d'échelle. Cliquez glisser. Ça prend en compte directement les degrés d'échelle de la couche qui est là. Je peux faire descendre un peu. Je peux ajouter la flèche du nord. Donc, je dessine comme ça pour ajouter la flèche du nord. Et ensuite, ici, il y a plusieurs modèles et je peux changer si je le souhaite, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà les éléments de base d'une carte. Je peux ajouter la source des données ou le métadonnées. Ça sera de type texte. Je le place ici. Et là, je dois changer cette zone. Donc, ce sont les textes par défaut. Je peux écrire source. Ici, nous avons utilisé les données de OpenStreetMap, OSM, et aussi les données de la référence géographique RG-RDC 2009. Après, on peut écrire les systèmes de coordonnées, WGS 84, avec la projection Mercator. On peut écrire la production, la date, c'est novembre 25, et les labos, EcoGeodata, ou encore le réalisateur de la carte, ainsi de suite. Donc, voilà un peu certaines informations de base. Ça permet un peu à montrer ce que vous avez utilisé dans votre carte provient d'où, la période de production de la carte. Vous pouvez aussi écrire le format de la carte. Après, on vient sur police. On peut choisir toujours Arial. Donc, il faut faire en sorte que sur votre carte, vous ayez le même type de police. Et là, nous pouvons réduire la taille. Donc, voilà comme source des données utilisées pour cette carte. Il y a d'autres éléments. Il y a la localisation, par exemple. Vous pouvez utiliser une carte assez vaste pour indiquer là où se trouve la RDC. Et pour ça, je préfère directement vous parler des astuces. Vous pouvez revenir sur le projet principal et vous enregistrer ce qu'on appelle thème. Avec l'icône de l'œil qui est là, si vous cliquez là, vous pouvez ajouter des thèmes. Ça veut dire que sur un même projet, vous aurez plusieurs thèmes. On va ajouter le premier thème qui est Nord Kivu. Ça veut dire que c'est pour avoir cette carte. Et à part ça, on va décocher tout ce qui est là. Cocher OpenStreetMap. La carte d'Afrique comme ça. On va aussi enregistrer comme nouveau thème. Et ça, on va appeler localisation.
ça nous permettra d'indiquer où se trouve la RDC par rapport à l'Afrique ou par rapport au globe. Et on pouvait aussi cocher la province seulement et changer les styles de cette couche de la RDC, tout comme on peut laisser comme ça. Maintenant qu'on a des thèmes, ça veut dire quoi? Toujours dans ce projet, si je quitte ce thème, je clique sur l'autre thème, ça va changer la carte pour me présenter cette carte. Et si je viens encore là, je prends localisation, ça me présente l'autre carte. L'importance maintenant des thèmes, du côté mise en page, ça veut dire que je peux ajouter plusieurs cartes dans cette mise en page. Donc voilà, désolé. Par exemple, dès que je clique là, toujours dans propriété de l'objet à côté, j'ai ici au niveau des rubriques couches, le bouton ou bien l'option suivre les thèmes de la carte. Donc c'est les thèmes qu'on a enregistrés de l'autre côté. Si je clique là, je les retrouve les deux. Par rapport à la carte principale, c'est le thème Nord Kivu. Donc je bloque pour que ça reste comme ça. Je peux maintenant ajouter encore la carte. Donc j'ai fait ça. Et supposons je le place ici. Et du coup, j'ai la possibilité de venir encore ici, cliquer sur suivre les thèmes de la carte. Si je prends Nord Kivu, ça va présenter la même carte, les deux endroits. Mais de l'autre côté, comme c'est la localisation, je vais cliquer là et prendre localisation. Et du coup, ça présente la carte de l'Afrique. Et je peux utiliser les informations de l'échelle qui est là pour réduire ou augmenter cette carte. Par exemple, si j'augmente ici, par exemple 120, on voit ce que ça donne. Si je réduis, par exemple 100, la carte s'augmente, donc il faut augmenter ici. Par exemple, j'utilise juste les trois premiers chiffres. Voilà. Et on peut voir là la carte de l'Afrique. Et je peux ensuite venir dans Aperçu. Dans Aperçu, je clique sur plus. Aperçu 1, j'ai choisi maintenant quelle est l'aperçu. Donc ça veut dire sur la carte d'Afrique, ça doit m'indiquer où se situe la République démocratique du Congo. Donc je clique là et je prends carte in parce que la carte in, c'est la première carte qu'on avait ajoutée. Et du coup, vous voyez que là où se situe la RDC, c'est coloré en rouge. Et je peux changer cette couleur. Si vous ne voulez pas de rouge, vous pouvez prendre d'autres couleurs et tout est possible. Tout comme vous pouvez prendre ce qui était par défaut. Donc je vais supprimer et reprendre et laisser ce qui était par défaut. Et je peux aussi venir ici ajouter le cadre à cette carte. Donc voilà ce que ça donne. Par rapport à notre carte, nous avons pas mal d'éléments essentiels d'une carte ajoutée. Il y a aussi la grille de coordonnées qu'on peut ajouter à cette carte. Pour ça, je vais d'abord vous cliquez là, vous venez dans propriété de l'objet. Ensuite, vous allez sur grille, comme ça. Vous cliquez sur plus. Ensuite, vous allez sur modifier la grille. Et là, on peut choisir le type de grille. Il y a le croix, symbole, ainsi de suite, ou continu. Continu, ça veut dire que ça sera des lignes continues. Vous choisissez le système de coordonnées de référence. On peut prendre le pseudo Mercator, ce qu'on a utilisé pour notre projet, tout comme on peut prendre World Mercator. Ensuite, vous déterminez les valeurs d'intervalle, par exemple la 0,5. Vous pouvez tenter pour voir ce que ça donne. On voit que les lignes sont rapprochées. Au lieu d'aller dans 0, on va venir en premier rang.
et commencer avec, par exemple, 5. Ok, là, c'est bon. Et ici, on va prendre aussi 5. Donc, axe X, Y. Si on ne veut pas de ligne continue, on peut prendre croix. On aura des signes de croix comme ça. Ensuite, on peut réduire la taille ici. Et on peut même changer la couleur de ces croix-là. Au lieu que ça soit noir, ça soit grise comme ça. Pour que ça ne soit pas assez remarquable. Après avoir fait ça, nous avons le style de cadre. On peut cliquer là et changer. Si vous prenez zèbre, voilà ce que ça donne. Zèbre nautique, marqueur à l'intérieur, marqueur à l'extérieur, marqueur à l'intérieur et extérieur. On peut voir des marqueurs là. Donc, tout ça est faisable. Ça peut être aussi cadre simple, ou ça peut être pas de cadre, ou encore zèbre, comme ça. Ou encore à l'intérieur. Après avoir fait ça, vous pouvez ici cocher, parce que jusque-là, nous avons la grille, mais on n'a pas les coordonnées. Nous allons cliquer sur afficher les coordonnées, et voilà, les coordonnées s'affichent. Et ce qu'on remarque est que ici, du côté gauche, c'est en vertical. On peut, c'est en horizontal plutôt, on peut le changer pour prendre le vertical ascendant. Et voilà comment ça change. Et à part ça, vous avez les formats, ça peut être décimal, tout comme ça peut être degrés minutes avec suffixe, donc pour indiquer est ou ouest, ou encore ça peut être degrés minutes secondes avec suffixe. Donc tout ça est possible. Et après, ici, nombre de rangs après la virgule, là on voit qu'il y a des zéros partout. On peut réduire à un rang après la virgule, pour la précision. Donc voilà un peu notre carte et tout ce qu'on a pu ajouter. Je déplace avec le bouton de direction de mon clavier. Tout ce qu'on a pu ajouter comme élément important de notre carte. Et vous pouvez aussi, pour certains projets, afficher par exemple le logo du client, de l'entreprise ou du labo. Et pour ça, on va prendre l'outil image. On vient ici, on dessine là où on veut que l'image soit. Et là, on ne va pas utiliser les images SVG qui sont là, telles que ce qu'on avait utilisé pour euh, la flèche du nord. Mais plutôt, on va prendre image raster. Voilà. Et là, après avoir cliqué sur image raster, on va aller sur parcourir. Ça va nous ramener dans notre ordinateur et nous donner la possibilité de choisir l'image ou le logo dont nous aimerions utiliser. Supposons que c'est ça le logo. Et dès que je clique sur ouvrir, si je zoome ici, vous allez remarquer que ça a ajouté le logo du laboratoire sur notre carte. Et il y a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut même changer le format parce que c'est la première chose à faire. C'est de cliquer sur votre interface de mise en page et aller sur propriété de la page. Et là, ça vous donne la possibilité de changer les formats. Est-ce que vous voulez faire la mise en page sur A4, A3, A0 ou encore personnalisé? Vous-même, vous allez indiquer les dimensions. Et nous, on revient sur A4. Est-ce que vous voulez une mise en page paysagère ou portrait? C'est à vous aussi de choisir. Et les fonds de mise en page, là, c'est tout blanc. Vous pouvez aussi changer. Par exemple, vous pouvez faire comme ça. Donc, tout est possible pour améliorer votre carte. On va revenir sur blanc. Et une fois tout est bon, on s'est dit qu'il n'y a plus grande chose à ajouter. Vous remarquez que de l'autre côté, il n'y a pas de coordonnées. C'est là et des fois, ça se passe souvent avec QGIS, mais ce n'est pas vraiment un problème qu'il n'y ait pas de coordonnées de l'autre côté parce qu'on en a déjà des endroits en haut, à gauche, c'est déjà bon. Mais dans d'autres cartes, vous allez voir que ça peut s'afficher parce que des fois, QGIS peut bugger. Donc voilà comment on peut faire la mise en page. Et à part ça, pour améliorer encore, on peut ajouter le cadre global. Et ça, on peut utiliser l'outil forme qui est là. Et on prend par exemple les rectangles. On va venir ici
cliquer et créer un rectangle sur notre carte. On se rend compte que la carte disparaît. Pourquoi? Parce que le format qu'on a ajouté est opaque. Et pour ça, on va venir de l'autre côté dans la propriété de l'objet. Parce que propriété de l'objet, c'est pour tout objet sélectionné. On va venir sur style, cliquer, on vient sur remplissage simple et on change. Au lieu que ça soit continu, on va prendre pas de remplissage, ce qui nous permettra de voir les objets qui sont à l'intérieur. Ensuite, on va augmenter la largeur des traits et voilà ce que ça donne. Donc, voilà comment on embellit notre carte, les traitements des données jusqu'à la mise en page. Et après, on peut maintenant l'exporter. Pour l'exporter, vous pouvez venir sur le menu mise en page et aller sur exporter au format image, exporter au format SVG ou encore exporter au format PDF. Si je prends au format image, souvent j'ai ce genre de fond souvent vous allez recevoir ce genre de message si vous utilisez le fond des cartes en ligne. Nous allons fermer. Ensuite, nous allons ici enregistrer notre carte. Nous pouvons aussi le placer sur un dossier spécifique en créant un dossier, par exemple carte. Et dans ces dossiers, nous avons cartographie Nord Kivu RDC. Ici, vous pouvez choisir le type, le format. Si vous voulez que ce soit PNG, vous prenez et vous cliquez sur enregistrer. À ce niveau, on peut configurer le paramètre d'export. La résolution, par exemple, on peut augmenter, tout comme on peut laisser ce qui est par défaut. Ensuite, on va enregistrer. Et là, on a les liens ici qui mènent vers là où se situe la carte exportée. Si je clique là, du coup, ça va nous amener dans notre dossier et nous avons notre carte ici. Si je fais double-clic, on peut voir notre carte sous forme d'image. Voilà où est-ce qu'on est parti jusqu'à avoir une carte comme ça mise en page. On peut aussi faire l'export sous format PDF et au lieu de chaque fois de venir ici, vous avez aussi des raccourcis à partir d'ici. Là, c'est image, ici c'est SVG et là c'est PDF. Si je clique là, je ferme cette fenêtre. Je peux aussi enregistrer la même carte sous format PDF. Et pour PDF, j'ai cette interface et je vais juste enregistrer. Et là, si je clique sur ces liens, voilà, j'ai ici au format image et là, j'ai au format PDF. Si je fais double-clic, je peux voir ma carte au format PDF. Voilà ce que nous avons pu voir aujourd'hui. Si nous revenons sur notre présentation, on voit que le point 9 concerne la simulation terrain ou cas pratique auquel vous devez créer une carte thématique des sites relevés et itinéraires prioritaires. Et ça, on va constituer cela comme étant la pratique pour le coaching. Donc, on prendra un cas concret où on va commencer de la collecte des données avec soit GPS, Kobo, jusqu'à traiter les données, finaliser la carte et faire la mise en page de cette carte-là. Donc, voilà tout ce que nous verrons dans la prochaine session de coaching qui sera programmée comme étant webinaire ou masterclass. Il y a d'autres fichiers à mettre à votre disposition, par exemple les check projet avant export. Il est important de vérifier que le système de coordonnées de référence est correct. Les styles appliqués sont homogènes et lisibles. Les étiquettes sont lisibles et non superposées. La légende et flèche du nord sont présentes. Les données sources sauvegardées dans un dossier clair. Donc, ce sont vraiment des choses à vérifier avant l'export de votre projet. Et à retenir, vous devez savoir que QGIS est un outil complet pour l'analyse et la mise en page cartographique. Toujours vérifier les systèmes de coordonnées avant d'exécuter un traitement. Parce que si le système est en degré, par exemple avec les zones tampons,
Vous allez mentionner 20 mètres. Or, la couche était en degrés, ça va considérer ça comme 20 degrés. Et vous verrez que ça ne donnera pas le même résultat. Sauvegardez fréquemment les projets en QGZ et archivez les sources. Une carte lisible égale données fiables plus style cohérent et légende claire. Donc, ce sont des choses à retenir et à ne pas oublier. Vous remarquez que dans la démonstration, des fois, on est rapide et qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit en même temps. C'est compréhensible. C'est lorsque vous allez encore revoir la vidéo, vous exercer, et vous allez apprendre et surtout découvrir certaines choses vous-même. Au-delà de tous ces modules, il y a mis dans votre disposition via le menu cursus de notre plateforme EGD Academia, dont nous vous invitons encore à créer des comptes là. Nous sommes en phase test, mais vous aurez accès à ce parcours de technicien cartographe et dedans, vous retrouverez beaucoup de cours. Au-delà de ces sessions, vous aurez aussi accès à d'autres cours en ligne qui vous permettra d'apprendre des notions avancées de collecte de données ainsi que de la cartographie. Et vous y trouverez aussi tous ces modules déjà parcourus et enregistrés, tels que là, le module sur les fondamentaux des sigles référentiels vient d'être ajouté. Et au fur et à mesure que nous évoluons avec le montage vidéo, nous allons aussi importer ici les autres modules. C'est quoi la différence entre le cursus et nos cours? Les cours sont des formations spécifiques. Donc, par exemple, maîtriser le Kobo Toolbox, maîtriser QGIS, télédétection, ainsi de suite. Maintenant, au niveau des cursus, vous avez plusieurs cours combinés pour former un programme ou un parcours de formation.